Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce premier midi-conférence de la programmation des activités de transfert de connaissances 2022-2023 organisé par l'Institut universitaire sur les dépendances. Je tiens à souligner que cet événement est diffusé conjointement dans le cadre de la semaine de la mission universitaire. Le lien se retrouve dans le chat pour ceux qui souhaitent connaître la programmation. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui se rejoignent aujourd'hui parmi nous par cet intermédiaire. Nous allons bientôt commencer la présentation qui s'intitule « Enjeux d'intervention liés à la concomitance, victimisation, dépendance. Qu'en disent les intervenants et les usagers? » Dans le cadre de cette présentation, vous allez en apprendre un peu plus sur la fonction de la consommation chez les victimes d'actes criminels. Comment les intervenants abordent-ils la victimisation ou la dépendance lorsque ce n'est pas dans leur champ d'expertise? Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer les services de part et d'autre? Nous avons le plaisir de recevoir trois conférencières. Francine Ferland, qui est psychologue chercheur au service de recherche en dépendance, également chercheur au Centre intégré des services sociaux de la capitale nationale et CIS de Chaudière-Appalaches, chercheur régulière à RMS et à l'Institut universitaire sur la dépendance. Bonjour Francine. Bonjour Jean-Philippe, bonjour tout le monde. Nous avons également la chance d'avoir Nadine Blanchette-Martin, qui est APPR chercheur au service de recherche en dépendance, CIUS de la capitale nationale, CIS de Chaudière-Appalaches, qui est également chercheur régulière à risque et au RMS et qui est chercheur associé à l'EUD. Bonjour Nadine. Bonjour Jean-Philippe, bonjour tout le monde. Et enfin, nous avons aussi une intervenante en dépendance qui travaille au CIS de Chaudière-Appalaches. Bonjour Christine Gamache. Bonjour tout le monde. Donc, quelques petites informations avant de lancer la présentation. Je vous avise qu'il est toujours possible de poser des questions à l'aide de l'onglet « Questions et réponses » situé au bas de votre écran. Le PowerPoint sera disponible sur le site de l'EUD peu de temps après la diffusion de la vidéo et la vidéo se retrouvera également sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, toutes les questions seront traitées à la fin de la présentation et si vous souhaitez prendre la parole, simplement utilisez la fonctionnalité « Levez votre main ». Donc, bonne présentation à tout le monde et on se revoit à la fin. Okay. Bien, bonjour tout le monde. Jean-Philippe nous a déjà présenté, donc ça va nous faire sauter quelques diapos. Évidemment, ça ne marchera pas. Parfait, j'ai trouvé. Alors, donc, avant de commencer à présenter un peu de résultats, je vais vous présenter un aperçu de la situation actuelle et des constats qui nous ont amenés à faire ce projet-là auprès des victimes d'actes criminels et des intervenants en dépendance et en victimisation. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que lors de l'évaluation initiale, 70 des adultes consultants pour un problème de consommation de substances psychoactives rapportent avoir vécu au moins un type d'abus au cours de leur vie. Et on a aussi noté qu'entre 22 et 33 des personnes qui consultent pour un problème de dépendance aux substances présentent les symptômes nécessaires pour diagnostiquer un état de stress post-traumatique. De plus, une étude qui a été menée en 2011, qui fait quand même déjà plusieurs années, auprès d'intervenants qui travaillent dans les services d'intervention pour les victimes d'actes criminels, indique que ces intervenants ont besoin de mieux connaître les outils de dépistage de la consommation de substances, développer des connaissances sur les substances et les liens entre la santé mentale et la consommation, mieux connaître les trajectoires de service et développer un mode de travail conjoint. On se rappelle, c'est en 2011 et on est un peu plus de 10 ans plus tard et on se demande vraiment, est-ce que la situation a évolué? Donc, ce qui nous amène à se demander, qu'en est-il de la prise en charge actuellement de la victimisation par les intervenants en dépendance, de la prise en charge des problèmes de consommation de substances par les intervenants qui viennent en aide aux victimes d'actes criminels, et aussi, quelle est la perception des gens qui sont aux prises avec les deux problématiques de leur prise en charge à eux. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter, en fait, je ne sais pas, probablement qu'il y a des gens qui ont vu une partie de la présentation au Sommet des dépendances il y a déjà 2 semaines, je crois. Et aujourd'hui, on va ajouter à tout ça, tout le volet de la perception des gens qui ont déjà été victimes au moins un acte criminel et aussi qui ont un problème de consommation. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on ajoute à ça aussi les pistes d'amélioration pour l'intervention et les services.
Donc, avant d'embarquer plus en détail sur les résultats, un petit aperçu de comment on a procédé. On a rencontré des intervenants auprès des victimes d'actes criminels. Des intervenants en dépendance, ce sont des intervenants en centre de réadaptation en dépendance. On a fait des rencontres individuelles avec eux. Donc, comme on disait au sommet, c'était le bon temps alors qu'on pouvait rencontrer des gens en personne. Des rencontres d'environ 1 heure en face à face et les rencontres, on les faisait dans les bureaux des intervenants sur leurs heures de travail. Donc, on se déplaçait sur les sites de travail. Pour les usagers, on les a rencontrés aussi en face à face, environ 1 heure, et on les rencontrait soit au CRD où ils recevaient des services ou aux organismes qui viennent en aide aux victimes, qu'on va appeler souvent les organismes VAC. Ce qu'on a fait ensuite, on a évidemment enregistré tous ces entretiens-là qu'on a eu avec et les intervenants et les usagers. On les a transcrits sous forme de verbatim et on a fait des analyses qualitatives thématiques par consensus entre 3 codeurs. En fait, ce que ça veut dire, c'est que pour conserver un thème, on devait être 3 personnes qui étaient tout le monde d'accord à le conserver. Sinon, on le mettait de côté et on passait à un autre thème. Les intervenants en dépendance, on en a rencontré 32, 28 femmes, 4 hommes, âgés entre 28 et 66 ans. Et pour les intervenants en victimisation, 31, 26 hommes, 5 femmes, 23 à 50 ans, donc ça se ressemble beaucoup. Les formations sont principalement, là, on a à gauche la dépendance, à droite la victimisation. Désolée, mon cerveau n'est pas très bien latéralisé si je me trompe. Donc, c'est principalement le travail social, suivi ensuite de la psychologie là, pour les intervenants en dépendance. Et c'est un peu la même chose, mais en nombre un peu moins important pour les intervenants en victimisation. Imagine, je t'ai pris un bout, là, je te laisse aller. Oui, j'ai ça. Tu as fait ma diapo, c'est pas grave. Fait intéressant que j'ajouterais sur le nombre de personnes qu'on a rencontrées, parce qu'on a quand même rencontré 63 intervenants. Au départ, dans le projet, quand on avait écrit notre projet, on pensait rencontrer une quinzaine d'intervenants au total. Et pour vous montrer à quel point ça parlait aux intervenants, ce type de projet-là et la thématique, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont interpellés. C'était l'inverse de d'habitude qu'on fait du recrutement. Là, les gens nous appelaient et disaient « Hey, ma collègue a participé, moi aussi, j'aimerais participer. » Donc, c'est pour montrer comment c'était, et c'est encore un sujet d'actualité qu'on a pu aborder jusqu'ici là, dans nos centres de traitement. Au niveau des usagers, on a rencontré une quarantaine de personnes au total qui avaient vécu, qui avaient la double problématique, en fait, une problématique de dépendance aux substances ou du moins une consommation pour les gens qui venaient plus du côté de la victimisation et des gens qui avaient été victimes là, au moins une fois au cours de leur vie d'un acte criminel. Donc, on voit que au global, ben, on a rencontré davantage de femmes que d'hommes. Avec un statut civil là, célibataire pour la majorité, quelques-uns en couple, séparés ou divorcés. Puis source de revenus, ben, on voit que c'est assez varié, mais quand même, on a une plus grande proportion, là, presque le 2/3 qui vivaient de sécurité du revenu, mais on avait quand même un quart là, qui vivait du travail à temps plein. Donc, François, tu peux passer à la suivante. Les actes criminels qui avaient été rapportés, comme je le disais, c'est au moins un au cours de la vie, mais on a quand même répertorié au cours des 12 derniers mois et au cours de la vie. Ce qui est important de prendre en considération, c'est qu'une personne peut avoir été victime de plus d'un acte. Donc, on ne peut pas faire un cumul, on ne peut pas additionner les actes criminels en hasard. Ça va pas avec le nombre de personnes parce que il est beaucoup plus grand évidemment que le nombre de personnes qu'on a vu. Fait que ce qu'on a vu qui a été répertorié, il y a des menaces qui étaient en plus grand nombre, que ce soit au cours de la vie ou dans les 12 derniers mois. On a vu du harcèlement, intimidation, des voies de fait, tentatives de meurtre, introduction par effraction, vol simple qualifié fraude, puis infraction à caractère sexuel. Dans les résultats,
un des éléments qui est ressorti quand même de façon importante, que ce soit par les intervenants ou par les usagers, c'est de rapporter à quel point la consommation a une fonction au niveau des actes qui ont été vécus, que ce soit l'acte lui-même, mais que ce soit la répercussion à court ou moyen terme. Vous voyez, on a dans les verbatims, on a mis des verbatims, ça va être ça tout au long de la présentation. Parfois, on a des usagers qui ont parlé et parfois, c'est des intervenants aussi. Donc, on a mis un petit sigle pour pouvoir les distinguer. Donc, d'abord, ce qu'on voit, c'est que la consommation permet à la personne de se sentir mieux avec elle-même, de s'apaiser. On a un intervenant, VAC, pour victime d'actes criminels, qui a dit, le phénomène de fuite des blessures. Quand j'ai un abus ou une violence refoulée que je n'ose pas nommer et que ça m'habite constamment, bien, pour apaiser cette souffrance-là, je peux aller consommer. Donc, cet intervenant-là rapportait les propos qu'il entend régulièrement à propos des personnes qui suivent dans leur bureau. On a une personne qui consulte dans les services, Myriam, qui a 53 ans, qui, elle spécifiait, entre autres, que ça permettait de se couper de ses émotions. Donc, quand tu consommes, tu ne ressens plus rien. Ça gèle, le mot le dit, ça gèle les émotions. Fait que le fait de ne plus ressentir rien. Ici, autant les intervenants ont parlé de cet aspect-là que de se sentir mieux, d'apaiser, de couper ses émotions, que les usagers eux-mêmes. Autre élément qui était rapporté assez unanimement, c'est que ça permet d'être plus fonctionnel, quand même, paradoxalement, parce qu'on se dit, s'ils sont en consommation, ils doivent être moins fonctionnels, mais au contraire, c'est que, puis tout est lié au fait de la gestion des émotions. Donc, si je ne ressens plus mes émotions ou je les ressens de façon moins importante, je vais être capable de mieux fonctionner dans la vie. Fait qu'on a un intervenant en dépendance qui nous a rapporté, ils consomment pour baisser un petit peu toutes les défenses qu'ils se sont créées, puis essayer d'être fonctionnels dans leur vie. Tu sais, essayer d'avoir un travail, d'être capable d'y aller, essayer d'avoir une famille, des relations, sans trop être toujours activé dans les fragilités au niveau de l'acte criminel. On a Rachel, une usagère de 32 ans, qui nous dit, dans le but de fonctionner, aller travailler, aller chercher ma fille parce que je l'avais à temps plein. Un défi normal pour une mère, mais pour moi, c'était comme trop demandant. Ce qui a été rapporté aussi, c'est que la consommation permet de mieux gérer les conséquences vécues et en lien avec les actes criminels et d'oublier aussi les actes subis. Ça, c'est lié directement. Je pense que tu as tourné trop vite, je pense. Peux-tu revenir? Ouais. Merci. Et d'oublier les actes criminels vécus, subis. Donc, c'est lié directement au fait qu'ils disaient, entre autres, à nouveau, de geler les émotions. Donc, ils veulent oublier. On a Nancy, 36 ans, qui dit, ça fait que c'était... Merci. Je m'excuse, ça change tout ça. Là. Ça fait que c'était vraiment comme un médicament. C'était pour me calmer. Puis, ça m'arrivait de boire un peu des fois avant d'aller voir des hommes. Ça me stressait. Fait qu'on, on comprend que Nancy a probablement vécu des agressions au cours de sa vie. Un intervenant en dépendance rapporte que la consommation s'inscrit un peu comme une solution pour oublier les problèmes, pour apaiser quelque chose, oublier le passé. On ne veut pas que ça refasse surface. Fait qu'on le voit ici, le terme apaiser revient même à l'intérieur du fait de vouloir oublier. La consommation permet aussi, certaines personnes ont nommé vraiment le fait de survivre. Ça permet de survivre à tout ce qui a été vécu et comment ils ressentent les émotions. Un intervenant en dépendance nous dit « J'avais une cliente qui était abstinente depuis 10 ans avant de vivre son dernier épisode de violence. Puis, elle est retombée complètement dans la consommation et elle a dit « Si je n'avais pas eu ça, je serais morte. » Ici, il y a deux éléments qui ressortent. Il y a le fait que ça l'a apaisé, c'est ce qui a permis de survivre tel que c'est écrit ici, mais c'est aussi qu'elle a utilisé cette stratégie-là qu'elle connaissait pour pouvoir
pouvoir composer avec les actes criminels qu'elle a vécus. On a un intervenant en VAC qui dit des femmes qui n'ont jamais consommé d'alcool, par exemple, et que là, la situation était tellement difficile à la maison. Récemment, j'ai eu un suivi, c'était ça. Et depuis qu'elle est sortie de la relation, tout a arrêté. Elle ne consomme plus. La consommation, c'était vraiment pour survivre, pour être capable de rester. C'était sa façon de se protéger. Fait qu'ici, on comprend probablement qu'elle parle d'une usagère qui a vécu la violence conjugale à la maison. Christine, c'est à ton tour. Oui, donc comme intervenante, on est sur le terrain. Donc, c'est sûr que dans vos caseloads, vous avez aussi eu des gens qui correspondaient à ce qu'on a vu précédemment dans les autres acétates. Moi, j'avais eu une situation à un moment donné, c'était un homme qui avait vécu là, beaucoup d'abus physiques et psychologiques dans son enfance, début de consommation très tôt. Il avait commencé à prendre l'alcool vers l'âge de 9 ans. Donc, la consommation, c'était du long cours. Je l'avais rencontré, il avait amorcé un suivi. Il était dans la trentaine. À ce moment-là, dans le fond, il avait arrêté le chimique, mais il consommait encore de l'alcool puis du cannabis. Et à travers son parcours, il avait réussi à atteindre l'abstinence. Mais il y a un moment donné que lors d'une rencontre, il est arrivé avec des marques sur le corps et en questionnant, il avait avoué qu'il avait été victime de violences conjugales de par sa femme. Et ça a été assez difficile pour lui d'aborder cette question-là. Il avait beaucoup peur là, de la stigmatisation. Puis, c'est sûr, ça représentait là, un gros risque de rechute compte tenu de son historique de consommation. On peut faire le lien facilement que la consommation lui a permis lui aussi de survivre là, suite à différents traumatismes qu'il a vécu. Donc, on voit que c'est ça. Il était victime d'abus dans son enfance, mais dans l'adolescence aussi, il y a eu des menaces de mort, tentatives de meurtre. Donc, d'après moi, la consommation lui avait servi beaucoup. Et là, avec cette période d'abstinence-là, c'est sûr que avec le fait qu'il était victime de violences conjugales, forcément qu'il était à haut risque de rechute. Mais là, je ne vous en dis pas plus pour la suite. Je vous dirai ça a été quoi le dénouement un petit peu plus tard. Puis ça m'a fait aussi penser à une autre personne dont, dans le fond, elle n'a pas nécessairement vécu d'abus ou de traumatisme dans son enfance de par la famille, mais elle a vécu un viol durant son adolescence et ça concordait avec le début de consommation qu'elle nous nommait. Puis c'est une personne que moi, j'ai eu en suivi à plusieurs reprises. Au moment que le dernier suivi que j'ai eu avec elle, elle était dans la cinquantaine et il y avait beaucoup de in et out parce que, elle avait une grande difficulté là, à être abstinente et à maintenir son abstinence parce que à chaque fois qu'elle arrêtait de consommer, c'est sûr que sa souffrance psychologique remontait. Puis, elle n'avait pas eu la chance ou les ressources nécessaires pour développer d'autres stratégies d'y faire face. Puis, je me souviens qu'à un moment donné, elle m'avait dit qu'elle savait qu'il était temps qu'elle fasse face à ses traumatismes, à son viol, dans le fond, mais finalement, on n'a jamais eu la chance d'amorcer, de la référer vers les services au niveau de son post-trauma, compte tenu qu'elle retombait là, rapidement dans la consommation, malheureusement. Fait qu'on peut voir, ça illustre un petit peu la fonction de la consommation chez les personnes victimes d'actes criminels. Merci, Christine. On va faire la suite. On est chanceux. En fait, on a oublié de vous introduire, Christine. Super bien. Là. Christine, elle ne s'en souvenait pas parce que ça fait quand même longtemps, la recherche, on n'est pas rapide. Là. Donc, elle a participé à titre d'intervenante dans le projet. Puis aussi, on trouvait ça intéressant, Nadine et moi, d'avoir quelqu'un qui peut présenter un peu plus à quoi ça ressemble sur le plan clinique quand on travaille avec les gens qui ont la double problématique. Donc, c'est ce qu'elle va faire là, tout au long de la présentation. On lui a laissé un espace. Donc, la fonction de la consommation,
C'est très utile pour les personnes qui ont été victimes, mais en même temps, ça amène certaines difficultés dans l'intervention aussi. C'est ce qu'on va voir maintenant. D'abord, évidemment, pour les intervenants, puis là, on parle des intervenants autant dépendance que VAC, il y a un cloisonnement des missions qui favorise l'intervention sur une seule problématique. Un intervenant en dépendance nous mentionne, il y a des situations où on n'aborde pas l'acte criminel, mais on sait qu'il est là. Fait qu'on travaille un peu, mais sans jamais faire un travail plus profond parce qu'on reste en toxico. Même si on sait que la toxico, c'est le plaster, c'est les symptômes. J'enfile tout de suite avec l'intervenant VAC qui, lui, nous précise, bien que nous ne fassions pas abstraction de la problématique de consommation, ici, nous travaillons sur la victimisation, nous expliquons nos limites d'intervention et départageons nos rôles. En fait, c'est un peu ce que Christine illustrait, là, quand on dit on n'a jamais eu la possibilité de travailler sur l'aspect plus de trauma. Donc, c'est ce qu'on voit aussi. On a encore quand même un certain... Chacune des directions et des organismes ont des missions précises et on travaille d'abord et avant tout cet élément-là dans nos interventions. Une dame qui a été victime et qui avait un problème de consommation, elle, toujours en lien avec le cloisonnement des missions, nous indique l'événement qui s'est passé en janvier n'est pas un événement qui m'amène à être hyper vigilante ou à craindre. Je m'en suis quand même relativement bien sortie. Je veux dire, moi, je vais à l'organisme VAC. J'en ai parlé un peu avec ma psy. Mais tu sais, c'est très compartimenté les services. Ici, c'est la toxico. À un autre endroit, c'est la personnalité. Puis le psychiatre, c'est les médicaments. Ça fait que je ne peux pas mélanger les sujets alors qu'un individu est rempli de complexité. Donc, on voit que le cloisonnement des missions, même si c'est un fonctionnement qui est utile pour les différents organismes, mais pour les usagers, ça fait que souvent, ils vont avoir beaucoup d'intervenants avec chacun un thème très, très spécifique. On a aussi dans les difficultés que le dévoilement de l'acte criminel n'est pas toujours facile. Pas toujours facile pour la personne qui en a été victime. Par contre, il est toutefois nécessaire pour augmenter l'efficacité de l'intervention. Un intervenant en dépendance nous mentionne, la dépendance est une manière inefficace de faire face à quelque chose. Si on veut traiter ça, il faut voir ce qu'il y a en dessous. Il faut aller plus loin. Puis, il faut y aller assez rapidement parce que si on traite les symptômes et qu'on n'adresse pas le reste, la personne ne sera pas capable de rester abstinente. C'est beaucoup trop souffrant. Parler de sa consommation n'est pas toujours facile, même en contexte d'intervention. Et un intervenant VAC nous précise à ce sujet-là une difficulté plus précise. Des fois, on se rend compte de la consommation, même si la personne ne le dit pas. On pose des questions, puis la personne tourne autour du pot. Puis des fois, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et puis, par le non-verbal, beaucoup, parce que souvent, les gens ont honte. On a des doutes parce qu'ils vont éviter certaines questions, baisser le regard. On va remarquer certains comportements non-verbaux, puis on va faire « Ah, il y a quelque chose qu'elle ne veut pas nous dire. » Mais on ne va... Je m'excuse, ça change tout ça des fois. Mais on ne va pas nécessairement pointer tout de suite c'est quoi. Mais on a souvent une bonne idée. Donc, ce que ça indique ici, c'est que même si l'intervenant VAC voulait parler, aller un peu plus en profondeur, à l'occasion, la personne qui a été victime et qui a un problème de consommation n'est pas nécessairement prête à l'aborder non plus avec son intervenant. Ce qu'on note aussi dans les difficultés, c'est que l'abstinence est souvent exigée avant d'offrir des services en lien avec les VAC. Là, on ne parle pas ici des actes criminels comme tels, mais plus des conséquences des actes criminels. Donc, souvent, une intervention, par exemple, en post-trauma, qui est plus difficile à avoir quand l'abstinence n'est pas atteinte. Ce que l'intervenant en dépendance nous disait à ce propos, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre un arrêt de consommation suffisamment long et important pour que la personne soit traitée. Il y a aussi des fois, les délais ne concordent pas. La personne est abstinente, mais il y a 6 mois d'attente avant d'être vue en post-trauma. Donc, ça rend ça un peu difficile parce que lorsqu'il y a une diminution de la consommation, on a souvent une augmentation de l'anxiété et une activation de toutes les atteintes de la personne. Mais est-ce que la personne va être capable
de rester abstinente suffisamment longtemps pour avoir le service surspécialisé dont elle aurait besoin, c'est souvent difficile. Il y a aussi certaines personnes qui ont de la difficulté à reconnaître que leur victimisation est un problème. Ici, encore un intervenant en dépendance qui nous mentionne, des fois, il y a des usagers qui en ont vécu beaucoup. Ils ont été beaucoup victimes d'actes criminels. C'est comme si ça devient normal un peu. Tu sais, dans la famille, il y a beaucoup de violence, ils ne s'en rendent plus compte. Donc, ce qu'on disait un peu ici, c'est quelqu'un qui a vécu dans un climat difficile de violence, de maltraitance toute sa vie, mais c'est possible que lorsqu'arrive quelque chose, un autre événement à l'âge adulte, qu'il y ait de la difficulté à l'identifier comme un acte de victimisation parce qu'il est habitué de vivre dans un climat comme celui-là. On parle ici de la collaboration inter-établissement qui est difficile à mettre en place. Un intervenant en dépendance nous mentionne, je dirais que c'est assez rare que le monde appelle pour collaborer ensemble. Je pense qu'en région, ce qui est aidant, c'est qu'on est tous dans la même bâtisse. Fait que tu as un psychologue dans le dossier, tu te déplaces, tu vas le voir, versus en ville où tout le monde n'est pas à la même place. On a beaucoup, par exemple, des points de service qui sont en région plus périphérique. Et à ce moment-là, bien souvent, il y a un intervenant dépendance, un intervenant CLSC. Et c'est plus facile à ce moment-là pour les gens de se rencontrer quand ils voient les mêmes personnes. Tandis que quand on est dans un plus gros établissement, bien, ça devient un peu difficile là, de se promener comme ça puis d'avoir des gens qu'on connaît bien aussi. Il y a un usager, une personne qui avait été victime aussi d'actes criminels qui nous mentionne, au niveau psychologique, j'avais une travailleuse sociale, mais à mon autre organisme, j'ai aussi des intervenantes. Ça fait qu'elles ne se parlent pas entre elles, mais elles ont toutes fait leur rôle quand même. Puis tu sais, j'ai pris un petit peu de chacune et ça m'a aidé. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que on peut penser que si les deux intervenantes avaient discuté ensemble pour travailler ensemble avec Martin, on aurait eu un probablement meilleur résultat. Tandis que là, les deux ont quand même fait un très bon travail, il est très satisfait, mais ça demande de sa part de séparer un peu ces problèmes alors qu'ils sont plus vus comme un ensemble, là, un tout à ce moment-là. Ce qu'on note aussi, c'est que les histoires de services que la clientèle a vécues sont parfois difficiles à entendre. Il y a un intervenant en dépendance qui nous dit, ça fait que comme intervenant aussi, il faut être prêt à entendre ces sévices-là qui sont épouvantables. Et c'est pas parce qu'on est intervenant puis qu'on a une formation et une expérience d'intervenant qu'on est nécessairement prêt à entendre toutes les histoires en détail de sévices ou d'actes criminels qu'ont vécu les gens. On n'est pas tous équipés pour faire face à ces histoires-là. Et ça peut être difficile pour un intervenant qui n'a pas de formation, pas d'expérience, mais aussi qui n'est pas équipé pour ça. Sa personne n'est pas équipée pour ça. D'entendre l'histoire et ensuite il repart à la maison avec l'histoire, ça trotte dans la tête, ça peut être un peu difficile aussi. On a aussi une des difficultés, c'est la reconnaissance des limites de son champ de compétences. Un intervenant vague nous mentionne, parce que nous, on peut pallier, mais on n'est pas mandaté. Puis je ne suis pas formée pour ça non plus. L'intervenant dépendance nous précise, mais ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'on se demande toujours jusqu'où on pose des questions parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec les réponses. Admettons que tu poses la question. Il t'avoue qu'il a été victime d'un acte criminel. Jusqu'où tu poses des questions? Jusqu'où tu vas? Parce que tu te dis, quand j'aurai la réponse, il va falloir que je fasse quelque chose avec. Est-ce que je viens d'allumer une flémèche? Donc, on a aussi une difficulté ici par rapport au champ de compétences de se dire, mais si j'ouvre une boîte, est-ce que la personne, je vais plus lui nuire que l'aider? Et ça devient difficile aussi pour l'intervenant qui veut aider la personne de savoir à quel moment j'arrête de poser des questions, à quel moment j'approfondis davantage. Nadine. Ton micro est fermé, Nadine. Merci. Il y a des embûches qui ont été nommées liées à l'intervention, mais qui ont été vraiment identifiées spécifiquement par les usagers. Vous allez voir, c'est lié à ce qui a déjà été dit précédemment, mais quand même, ça a été dit d'une autre façon. Puis souvent, c'est des éléments qu'on entend, mais là, que ça vienne, c'est vraiment venu des usagers eux-mêmes qui en ont parlé.
Francine. Donc, un des éléments, puis c'est lié à ce que Francine a nommé tout à l'heure, devoir raconter son histoire à répétition. Donc, ça faisait partie de plusieurs usagers qui nous ont nommé à quel point c'était lourd pour eux d'avoir à toujours raconter puisqu'ils changeaient d'intervenant. Donc, on a Lynn ici, 44 ans, qui, elle le dit spécifiquement. J'étais comme écœurée parce que j'avais besoin de beaucoup de ressources. J'étais comme vraiment écœurée de raconter ma vie. Tu sais, à un moment donné, ça use de raconter toujours la même histoire. J'étais comme juste plus capable. Puis, à chaque fois, c'était comme si me remettre dedans. Ça fait que j'étais comme, regarde, pouvez-vous juste lire mon dossier là? Je trouve que c'est intéressant dans ce qu'elle nous rapporte parce qu'elle le dit, c'est me remettre dedans. Donc, à chaque fois, elle a à raconter, en plus de parler des conséquences qu'elle vit, des impacts de ses émotions, ben, c'est qu'elle reparle de l'acte ou des actes qu'elle a vécu, puis ça lui refait vivre, donc c'est encore plus douloureux. Ce qui a été nommé aussi, ben, le délai avant l'accès au service et les changements d'intervenants. Donc, changement d'intervenant, c'est lié aussi à ce que je viens de lire. Laurence, 44 ans, nous dit « Ça change tout le temps de thérapeute. » Bien, c'est parce qu'à un moment donné, avant que tu sois capable et que tu fasses confiance, tu sais, c'est un processus. Si ça change tout le temps, quand tu es prête à aller là, ça finit parce que tu changes de service. Et des fois, même à l'intérieur de nos services, par exemple, dans une structure en dépendance, l'intervenant va changer à quelques reprises d'intervenant parce que le service, par exemple, externe va être donné par un intervenant, le service interne est donné par un autre intervenant, la réinsertion est donnée par un autre intervenant. Fait que même parfois, à l'intérieur de nos mêmes structures, on observe des changements d'intervenants et les usagers le disent, c'est que c'est lourd d'avoir à recommencer encore à raconter son histoire et à faire confiance. Durée de l'intervention trop courte, ça aussi, ça a été nommé. On a une tendance à donner, actuellement, on est dans un courant où il y a des normes en lien avec le nombre de rencontres pour une personne. Puis ça, on observe ça autant en dépendance qu'on l'observait chez les organismes VAC, chez certains organismes VAC. Ça a été nommé, c'est trop court, j'aurais besoin d'avoir plus. On se rappelle, c'est des gens qui ont quand même des passés assez lourds en termes de conséquences en lien avec leur consommation et leur victimisation. Donc, ils ont besoin encore de davantage de services. Il y a des usagers aussi qui nous ont rapporté qui ont l'impression que l'intervenant ne veut pas parler d'un sujet. Et ça, les intervenants eux-mêmes nous l'ont dit. Si j'ai pas besoin d'en parler, je n'y vais pas là. Donc, en plus des intervenants qui le disent, ben, nos usagers, ils l'ont dit aussi. On a Nancy, spécifiquement, 36 ans, qui dit « Je me souviens d'avoir voulu parler de l'agression quand j'étais jeune. Parce que dans ce temps-là, c'était tellement flou, mes souvenirs. Je savais qu'il y avait de quoi qui s'était passé, mais quand j'étais bien jeune, je ne savais pas si j'avais juste vu, si j'avais été témoin. J'avais quand même voulu ouvrir ça un peu avec la thérapeute. J'étais en clinique externe de psychiatrie. Je me souviens de ce qu'il m'avait dit. Ce serait peut-être un peu trop d'embarquer là-dedans maintenant. » Fait que probablement que c'était pas le bon moment, il devait travailler autre chose, mais elle a senti que, ben, je ne peux pas parler de ce que j'ai vécu et j'ai besoin d'en parler. C'est comme ça que ça a été rapporté. Oui, au niveau clinique, si on revient aux deux situations présentées plus tôt, si je reviens au sujet de la femme qui avait vécu un viol, c'est sûr que souvent, il y a eu des hospitalisations en lien avec des idées suicidaires sous intoxication. Donc, il y avait aussi ça, la crainte d'aborder le sujet au niveau de son traumatisme, parce que là, on se demandait qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la consommation versus sur les idées suicidaires, versus sur son impulsivité et un éventuel passage à l'acte. Donc, il y avait cette crainte-là aussi. Là, on savait que la consommation lui servait là,
pour geler ses émotions. Puis on se demandait si ça n'allait pas péter. Donc, il y a ce malaise-là. Il y avait aussi, si je reviens sur la première situation de l'homme qui était victime de violences conjugales par une femme. Bon, ce que je ne vous avais pas dit, j'avais fait exprès. L'homme était en probation. Donc, quand la situation s'est produite, quand que sa conjointe s'était désorganisée, on va dire ça comme ça, monsieur n'a pas voulu appeler les services de police, compte tenu qu'il avait peur de ne pas être cru. Un homme qui a des problèmes judiciaires, un homme qui vit de la violence de par une femme. C'est ça, il craignait de ne pas être cru, il craignait que ça ait de l'impact sur sa probation. Donc, il y avait cette difficulté-là là, de dire je demande de l'aide, j'accepte une référence. Puis en plus, on ne se le cachera pas. À ce moment-là, j'avais regardé au niveau des services et des organismes qui pouvaient venir en aide aux hommes victimes de violences conjugales. Et on s'entend que, il y en a qui se développent, ça c'est la bonne nouvelle, mais à ce moment-là, il y avait très peu de ressources et il y avait, à ma connaissance, il n'y avait pas eu de ressources d'hébergement pour lui, compte tenu que, il y en avait au niveau des femmes, mais pas au niveau des hommes. Donc, ça l'amenait aussi là, une difficulté là, par rapport à l'intervention là, dans ces deux situations. Il a été nommé aussi par les personnes qu'on a rencontrées, qui ont reçu des services, des aspects qu'ils ont appréciés dans l'intervention. Vous allez voir, parfois, c'est paradoxal à ce qui a été nommé aussi, qui étaient des failles dans l'intervention. Mais en même temps, c'est normal parce que pour la même personne, elle n'a pas vécu nécessairement le même type de service. Est-ce que tu veux avancer, Francine, s'il te plaît? Merci. Donc, dans les aspects qui ont été appréciés dans l'intervention, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de la possibilité d'aborder plusieurs thèmes avec l'intervenant, donc qui n'étaient pas limités à un seul thème. Il pouvait parler d'un ensemble d'éléments qu'ils avaient vécu. D'autres ont dit qu'ils ont reçu un excellent soutien des intervenants. C'était très apprécié la relation qui était développée avec l'intervenant. Il y avait de la flexibilité aussi, puis de la disponibilité de l'intervenant par rapport à l'horaire, par rapport au moment de rencontre. Il y avait des approches aussi d'intervention qui étaient diversifiées, mais qui correspondaient aux besoins des personnes rencontrées. Certains ont parlé aussi du fait que ça leur a permis d'avoir accès à plusieurs spécialistes. D'autres d'avoir une thérapie genrée aussi. Donc, on a entre autres parlé, là, les groupes de femmes, on a vu ça. Et ça a été nommé, là, à quel point ça a été apprécié. Je me souviens, il y a des femmes qui nommaient, entre autres, qui avaient été victimes de violences et qui disaient, moi, je veux pas me retrouver dans un groupe où il y a des hommes, je ne serais pas capable d'en parler. Donc, pour ce type de groupe-là lié à leur vécu, en dépendance, mais de victimisation aussi, rapportait ça comme étant apprécié. La collaboration avec les intervenants aussi a été nommée comme un aspect positif. Des interventions qui sont axées principalement sur les conséquences aussi. Ça a été nommé, ça a été rapporté. D'un côté, disait, je peux pas aller là, je peux pas en parler, mais d'autres personnes nous disaient, je suis pas obligée d'en parler, on parle plutôt de mes conséquences et c'est sur ça qu'on travaille parce que c'est ça qui a un impact dans ma vie en ce moment. Le partage dans les rencontres de groupe, le développement de sentiments d'appartenance aussi face au groupe. Le fait d'être en hébergement aussi, certains en ont parlé. Puis c'était autant je rappelle, des usagers qui consultaient dans les services en dépendance que dans les services pour victimes d'actes criminels. Donc, ils disaient qu'en hébergement, il y avait un sentiment de protection, il y avait un encadrement. Les apprentissages faits aussi en cours d'intervention ont été appréciés. Donc, tout le volet éducatif en lien avec les rencontres que les intervenants ont fait avec eux a été rapporté comme apprécié.
des intervenants, pas des intervenants, excusez-moi, des usagers ont rapporté que lorsqu'il y a une collaboration entre les intervenants, les usagers en retirent beaucoup. On a Julie, 32 ans, qui dit « Viens, elles se parlent quand elles ont besoin de se parler pour savoir comment s'aligner pour ne pas que chacune ait le même rôle. Moi, j'aime ça. Tu sais, elle avait tout mon dossier, ben c'est elle qui me suit en externe. Fait que pas obligé de répéter tout, pas obligé de recommencer. Tu sais, plus tu répètes, plus tu skippes des bouts, puis souvent tu skippes des bouts qui sont peut-être importants que toi, tu as l'impression d'avoir dit, mais que toi, tu l'as dit à l'autre. Moi, je trouve ça intéressant parce que tantôt, on nommait l'inverse, on nommait qu'il y avait un manque de collaboration. Mais ici, on a quelqu'un qui nous le dit. Qu'est-ce que ça fait? Elle a vécu dans son dossier, elle a eu le privilège d'avoir des intervenantes qui se parlaient et qui échangeaient de l'information. Et elle parle comment ça a pu être bénéfique pour elle. Parfois, on hésite à transmettre de l'information. On a l'impression que c'est des sujets plus sensibles, des informations sensibles. Mais quand l'usager est au cœur de ça et que l'usager est au courant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il peut y avoir des aspects, des effets positifs de cet échange-là d'informations. Pistes d'amélioration pour les services. Ça va faire à moi, hein? Donc, ce qu'ils nous ont nommé faciliter les références. Ça a été nommé par les intervenants, donc mieux connaître les services et organismes de part et d'autre. La méconnaissance des services est un élément clé qui est ressorti là, comme étant une embûche. Donc, pour améliorer le travail de collaboration, il faut se connaître. Il n'y a pas de secret, on est là. Avoir des intervenants contact dans les différents organismes d'aide aussi aux victimes. On a un intervenant en dépendance qui rapportait. Je pense que plus on connaît les intervenants, plus c'est facile de dire « Hey, j'ai une question » ou « Hey, pourrais-tu voir ça? » Quand je ne connais pas le nom de la personne, quand je ne lui ai pas jamais parlé, je vais être moins portée à appeler pour avoir une information pour échanger. Puis on a cette intervenante-là qui dit « Je vais être moins portée pour appeler, mais si tu connais personne quand tu appelles, quand tu oses appeler quand même, des fois, de recevoir l'information, c'est compliqué pour juste avoir un retour d'appel aussi. Fait que c'est dans les deux sens. Ensuite, avoir un processus de référence formel, ça aussi, ça a été nommé, hein, des vraies trajectoires, des vrais processus, parce que on dit souvent que ça porte sur des individus à l'intérieur des établissements, des organisations. Quand on les connaît, c'est facile. Quand on les connaît pas, c'est difficile. On a beaucoup de mouvements de personnel et c'est ça à peu près partout. Donc, en plus de connaître des gens à l'intérieur, il faut avoir des processus aussi, des mécanismes pour référer, ce qui, à ce moment-là, rend les choses plus faciles pour les intervenants. Donc, qui n'ont pas besoin de chercher. Alors, on a un intervenant en dépendance qui dit souvent, je vais dire, tu pourrais avoir un traitement là, ils ont des approches spécifiques à ce type de problématique, mais on n'a pas de trajectoire, on n'a pas de procédure spécifique si on a une personne qui est victime d'actes criminels. Donc, on le sait, ça pourrait être bénéfique, mais on ne sait pas comment faire pour référer et c'est compliqué. Fait qu'imaginez, c'est une intervenante ou un intervenant qui rapporte ça. Imaginez, en plus, si c'est la personne qui l'a vécu, qui, elle, essaie d'avoir des services, ça devient complètement difficile pour elle. Mieux former les intervenants. Donc, les intervenants des deux côtés, autant du côté dépendance que du côté VAC, l'on dit, ils se sentent démunis par rapport à la problématique l'une de l'autre. Ils ont de la misère, ils sont pas capables, ils se sentent un peu dépourvus quand on parle de la problématique. On sait pas trop quoi faire avec. Puis même des fois, dans juste des éléments de détection, comment détecter la problématique, juste ça était quelque chose qui était rapporté comme difficile. Donc, les intervenants en dépendance disaient être un petit peu plus coachés par rapport à ça parce que je suis sûre qu'il y a des intervenants qui ont plus de compétences que moi dans ce domaine-là qui pourraient être mentors ou formateurs pour les autres ou encore des intervenants des organismes VAC qui pourraient venir nous former ou au moins nous offrir peut-être de la supervision. Puis à l'inverse, les intervenants VAC disaient, je pense qu'on a toujours besoin de formation, tu sais, comme je vous ai dit, on n'est pas des spécialistes puis on apprend toujours. Les dynamiques changent, les clientèles changent, les portraits changent vite.
Au plan de l'intervention, on a parlé là d'améliorer la concertation entre les intervenants, avoir des services genrés, hein, ça a été nommé. Fait que vous voyez, ça, des choses qui étaient déjà nommées. Améliorer l'accès aux spécialistes, réduire les changements d'intervenants, avoir des suivis plus longs aussi, puis avoir des critères pour les formations de groupe. Au plan des facilités, ce que les usagers nous disaient, c'est diversifier les horaires, raccourcir les délais d'entrée, possibilité d'avoir une intervention à domicile. Ça, je pense que ça s'est un peu corrigé, pas nécessairement des interventions qui sont que l'intervenant se déplace directement, mais avec l'arrivée de Teams, entre autres, dans les interventions depuis 2 ans, je pense que ça répond à un besoin quand même qui était là à ce moment-là. Accompagner les usagers vers les autres ressources qu'elles sont requises. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important, qui est ressorti, d'être capable de l'accompagner, pas juste de laisser la personne faire la démarche. Utiliser les modes de communication comme des textos, des courriels, Teams c'est arrivé aussi, puis relancer en cas d'absence. Ça aussi, nous l'ont dit. Puis ça, je mets l'accent là-dessus parce que ce qu'ils disaient, c'est des fois, on oublie, mais on oublie réellement. On a tellement vécu de choses, on a tellement de choses en tête que des fois, on s'aperçoit que notre rendez-vous est passé. C'est pas parce qu'on voulait pas y aller, c'est pas parce qu'on voulait pas rencontrer notre intervenant, c'est juste qu'on vient mêler dans les journées. Fait que ça, c'est vraiment un élément qui est important. C'est pas de la mauvaise foi. Ils nous le disent, relancez-nous, on a besoin d'aide. J'ajouterais aussi là-dessus qu'il y en a certains qui ont mentionné que quand il manque un rendez-vous, des fois, ils sont gênés de se présenter la fois d'après ou de rappeler pour avoir un rendez-vous. Donc, que leur intervenant les relance, ça leur permet de se rattacher au service, alors que par gêne, ils ne seraient peut-être pas allés par eux-mêmes. J'aime bien ce que vous venez de dire sur les relances. Je trouve ça très pertinent. Je vais essayer de faire ça vite. Dans le fond, oui, effectivement, là, tous les intervenants ont des bonnes intentions, on veut collaborer, on le voit que c'est super pertinent, apprécié, efficace, efficient, mais c'est sûr qu'il y a des difficultés. En fait, au niveau du comment, on l'a mentionné précédemment, des fois, l'organisme va dire la personne peut nous appeler directement pour recevoir des services. Et des fois, la personne, justement, elle a un petit peu de difficulté à reparler de ses trucs, beaucoup de choses en tête. Donc, effectivement, un processus plus formel au niveau des références. Puis au même titre, au niveau des CRD, que malgré les répétitions qu'on fait, des fois, les services demeurent inconnus ou méconnus. Donc, effectivement, au niveau de l'information, je pense que ça peut être une piste d'amélioration possible. Utiliser les services de réinsertion sociale aussi qui sont souvent au courant des organismes, des ressources qui peuvent être disponibles pour la personne, puis qui peuvent aussi accompagner la personne dans les processus qui peuvent être assez difficiles pour la personne qui vit la double problématique. Formation. Sans devenir expert au niveau du post-trauma versus que les intervenants qui agissent auprès des victimes d'actes criminels ne deviennent pas nécessairement spécialistes en dépendance. Avoir une petite base pourrait faciliter justement la prise en charge, l'intervention en attendant la prise en charge de l'autre organisme. Donc, en conclusion, puis ça sera vraiment pas long, on va prendre après. La consommation de substances est souvent associée à la présence d'un acte criminel dans l'histoire de vie de la personne. Et la présence aussi, à l'inverse, de victimisation est souvent associée à la consommation. Ça peut être difficile pour les intervenants de prendre en charge l'ensemble des deux problématiques et leurs conséquences. Et quand on parle des intervenants, c'est autant les intervenants vagues de prendre en charge le problème de consommation que l'intervenant en dépendance de prendre en charge aussi le problème, les conséquences associées à la victimisation. L'absence de collaboration entre les intervenants est soulevée par les usagers comme étant un point faible. Par contre, quand il y a présence de collaboration, les usagers notent très bien que c'est un point fort de leur intervention et que ça les aide beaucoup.
Les ponts entre les deux spécialisations sont peu nombreux, voire inexistants, et les références sont donc souvent difficiles. On parle de trajectoire formelle, mais des fois, ça peut être aussi un intervenant pivot, un intervenant référent, qu'on se parle, qu'on se rencontre, qu'on partage aussi les expertises. Donc, il importe de faciliter ces ponts afin de mieux venir en aide aux personnes présentant la double problématique consommation et victimisation. Et le mot de la fin, au bénéfice de toutes ces personnes-là qui ont cette double problématique-là, permettons-nous de travailler ensemble au sens large dans un travail réellement intégré. Où est-ce que la personne, justement, n'aura pas à répéter son histoire à de nombreuses reprises, mais plutôt qu'elle va avoir l'impression d'avancer aussi pour lui permettre d'aller mieux. Alors voilà, merci beaucoup pour votre attention. On est disponible pour des questions. Merci pour cette belle présentation, Nadine, Francine et Christine. Donc, la parole est à vous. Vous pouvez poser des questions dans l'onglet du chat questions et réponses. Vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez prendre la parole. On peut vous laisser la parole. En attendant que les questions se posent, je me demandais, en faisant un parallèle aussi avec la midi-conférence précédemment sur l'adolescence, dans quel cas c'est important de faire une stratégie d'accompagnement avec la personne plutôt que de la simple référence vers un service ou l'autre? Mais en fait, tu veux dire de l'accompagner dans sa démarche plutôt que de donner une carte avec un numéro de téléphone? Exact, oui. Bien, en fait, je dirais que dans le cadre de ce projet-là, ce qu'on a vu, ce que les gens nous ont dit, puis là, je parle vraiment plus spécifiquement des usagers, c'est qu'ils se sentent démunis et ils ont de la difficulté à faire un appel pour encore une fois raconter leur histoire, pour repartir de zéro, pour réussir à avoir un service, retourner sur une liste d'attente, parler à qui, comment je vais le faire. Donc, quand ils ont déjà un intervenant qui les accompagne là, au plan de l'intervention, si cet intervenant-là est capable de faire le lien avec une autre ressource, bien, ça les aide vraiment, ça met déjà la table pour leur intervention, puis ils se sentent beaucoup plus confortables ensuite pour poursuivre l'intervention vers un autre service ou aussi que deux intervenants travaillent ensemble avec eux pour les aider. Donc, c'est plus dans ce cadre-là. C'est pas qu'ils ne sont pas capables, c'est vraiment qu'il y a une anxiété qui est présente à répéter encore un traumatisme qui a été difficile et qui les amène beaucoup de conséquences. Mais j'ajouterais, Francine, moi j'ajouterais des fois, c'est même la capacité, c'est que de faire un appel, c'est trop souvent, on leur demande de faire de nombreuses démarches, entre autres, au niveau financier, pour être capable d'avoir des indemnisations. Juste ça, c'est compliqué pour eux. Alors, des fois, de leur demander d'appeler à un endroit pour simplement prendre un rendez-vous. S'il faut qu'ils tombent sur une boîte vocale, parce qu'au moment où ils appellent, l'agente administrative ne répond pas au téléphone, ben c'est assez pour qu'ils fassent plus de... Puis l'autre élément, c'est que il y a une portion de ces gens-là qui sont seuls, qui n'ont personne dans leur vie personnelle pour les accompagner à faire ces démarches-là aussi, ou qu'ils ont des gens autour d'eux, mais ils ne veulent pas parler de ce qu'ils ont vécu non plus. Donc, ils ne se feront pas accompagner par leur réseau personnel pour ces démarches-là. C'est pour ça qu'ils ont déjà commencé, ils ont ouvert avec quelqu'un. Ben, ce qu'ils disent, c'est on aimerait s'être accompagné aussi pour la suite par cette personne-là. Merci pour ces belles réponses. Nous avons Manon qui dit « Merci pour vos interventions. Les usagers vous ont-ils également parlé de violences qu'eux-mêmes auraient commis et de potentiels liens entre ces violences et leur consommation de substances psychoactives? » Bien, en fait, c'était vraiment pas le sujet qu'on abordait avec eux, là. Ce qu'on faisait avec eux, c'était vraiment Puis on a vraiment fait du essai-erreur à plusieurs reprises avant de trouver la bonne porte d'entrée. Mais c'était vraiment, on est parti avec leur histoire de consommation, comment ils ont commencé à consommer, quand, qu'est-ce qui s'est passé, pour avancer dans leur histoire de vie, pour voir où est entré et à quel moment est entré l'acte criminel de quelque nature qu'il soit, pour voir son impact sur leur consommation. Et à travers ça, leurs expériences d'intervention. Mais on n'a pas abordé avec eux
la thématique de est-ce qu'eux ont déjà commis des actes criminels. Ça, on l'a pas abordé. Non. Très bien. Puis, j'ai une autre question en attendant. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les partager dans l'onglet de chat. Ah, on a un commentaire à l'instant de Valérie qui dit « Il est difficile de déterminer quel est le meilleur moment pour aller plus profond. Ensuite, d'avoir le soutien du psychiatre, de se coordonner avec un encadrement à l'interne. Les meilleurs succès sont des situations de collaboration entre les acteurs concernés. » Bien, Valérie, bonjour. En fait, oui, tu as raison. Puis, j'ajouterais à ça un niveau de difficulté supérieur quand on a un organisme communautaire externe qui n'est pas dans le réseau CIS ou CIUS, qui doit, lui, faire une démarche pour que la personne qu'il rencontre puisse recevoir un service en dépendance en même temps. Donc, on ajoute à ça des difficultés. De là, l'idée d'avoir une trajectoire plus formelle, mais en même temps, il faut qu'elle soit bien connue de l'ensemble des organismes communautaires. Donc, je pense que c'est un grand défi de faciliter cette mobilité-là des usagers à travers tout ce qu'il y a de ressources. Le communautaire en fait vraiment beaucoup aussi, là. Donc, d'attacher tout ça ensemble, communautaire, réseau, sur spécialité avec la psychiatrie, les services en post-trauma, c'est un défi, là, continu là, pour l'ensemble des intervenants. Puis, comme Nadine le disait, encore plus pour des usagers qui sont complètement perdus à travers toute cette structure-là. J'ajouterais vraiment de là, avec une clientèle de ce type-là, il faut vraiment travailler en intégration de services. Il faut vraiment travailler ensemble. Il faut vraiment se parler. Pour justement, parce qu'effectivement, Valérie, tu as raison, c'est pas évident de savoir quand il faut entrer les autres services, mais il faut qu'on le fasse ensemble parce que des fois, on avance, puis finalement, on recule, hein, parce que la personne a vécu un autre trauma ou parce qu'il est arrivé des situations. Fait, pour ça, on n'a pas le choix de travailler ensemble pour savoir où on est rendu. Puis ça se peut très bien que le sujet déborde dans un ou dans la cour de l'autre, puis c'est normal parce que, comme le disait un usager, c'est pas tranché au couteau. L'être humain est complexe, là, et c'est pas compartimenté en boîte non plus. Christine, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, je trouvais que Nadine, c'était très complet. C'est tout ce que j'aurais dit. Alors, voilà. Parfait. Nous avons une personne qui demande est-ce qu'il y avait des spécificités liées aux victimes de violences conjugales? Et donc là, c'est une question assez large. Je sais qu'on a abordé l'aspect du genre. Je vous laisse répondre. Mais spécificité, on n'avait pas de spécificité dans le sens qu'on n'avait pas. On a rencontré des gens qui ont vécu toutes sortes de traumatismes et qui c'est pas propre nécessairement aux victimes de violences conjugales, mais à l'intérieur de leur parcours, c'était raconté, mais pour dire vraiment propre à ce qu'ils demandaient, comme tu l'as dit, Jean-Philippe, c'est vraiment le fait d'avoir des interventions genrées. Puis je vais aller plus loin dans ce que je dis, c'est qu'on n'a pas, une des failles de notre projet, c'est qu'on n'a pas été capable d'avoir des organismes qui viennent en aide aux hommes qui sont victimes d'actes criminels. C'était très difficile, on a essayé, mais on n'a pas été capable. On avait très peu d'hommes aussi dans notre échantillon, mais probablement que ces hommes-là nous auraient raconté des choses du même genre aussi, qui auraient voulu avoir une intervention plus genrée. Je pense à Christine, la situation de ton monsieur, que tu n'étais pas capable d'offrir des services et de trouver des services, bien, probablement que cet homme-là nous aurait raconté la même chose. Alors, non spécifiquement aux femmes victimes de violences conjugales, mis à part l'intervention genrée, il n'y a pas eu d'élément spécifique qui est ressorti. Si je peux ajouter justement dans la situation de l'homme que je parlais tantôt, c'est qu'il y avait beaucoup de stigmatisation, beaucoup de honte, ça l'atteignait son image de dur. Puis en plus, bon, qu'il n'y avait pas nécessairement d'organismes qui venaient en aide spécifiquement aux hommes de violences conjugales subies, pas subies, mais par une femme. On pouvait craindre que il n'y avait pas les services adéquats finalement, il n'y avait pas les services adaptés. Il n'était pas incité non plus à faire ce genre de démarche-là. Par chance, bon, lui, il a eu la chance que
finalement, sa conjointe, la relation s'est terminée, il n'y a plus de contact avec elle, donc il a pu maintenir son abstinence, mais dans une situation différente. Il y avait un manque de services adaptés, là. Merci, une intéressante question, en effet. Nous avons aussi Pascal. Bonjour, je travaille dans un service en Asie-Sud où j'ai aussi de multiples situations de trauma. La particularité est parfois qu'ils sont en obligation judiciaire. Comment aider des acteurs ayant un passé traumatique qui sont devenus consommateurs et ont du mal à avoir une demande? Avez-vous ce type de public? Donc, la notion d'obligation judiciaire. Bien, comme je disais tantôt, on ne l'a pas questionné avec les gens qu'on a rencontrés, mais c'est sûr que dans les services en dépendance, on a des gens qui ont des contraintes judiciaires à respecter, qui ont pu être victimes par le passé. Mais en fait, moi, ma grande tendance, ce serait simplement de dire que ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir le même type d'aide que ceux qui n'ont pas d'aspect judiciaire dans leur dossier, là, donc de pouvoir réussir à surpasser leur traumatisme, leur consommation pour reprendre un rôle actif dans la société. Moi, j'aurais tendance à penser que si je leur demandais, c'est ça qu'ils me diraient. Là. Je ne sais pas, Nadine ou Christine, si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, j'aurais dit la même chose que toi, tout à fait. Je pense que les services intégrés, c'est la clé, c'est ça. On a besoin de se parler, même à l'intérieur de nos grosses structures, on ne se parle pas suffisamment. Puis, même si on est des centres intégrés, là, les interventions ne sont pas suffisamment intégrées, c'est pas vrai. Donc, je pense que c'est la clé de tout ça, peu importe le côté ou l'autre. Jean, à bientôt. Très bien, nous avons des beaux commentaires de tout le monde qui ont semblé bien aimer la présentation d'aujourd'hui. Donc, nous allons clore le webinaire. Je vous invite à rester à l'affût pour le prochain midi-conférence de l'IUD sur nos réseaux sociaux. Comme dit précédemment, vous pouvez suivre la conférence en diffusion sur notre chaîne YouTube. Merci à vous trois, vous avez été merveilleuses. Merci beaucoup.